sais, Tony Parker à l'époque, il fait un truc de fou. Il nous fait un peu un mystère, etc. Ouais, les gars, venez à l'entraînement la veille du match, mais préparez toutes vos affaires. Je vous dis le planning à ce moment-là. Et en fait, il nous fait manger à Villeurbanne. On prend son avion privé pour aller à Strasbourg. Ok. Il change l'hôtel des premiers matchs parce qu'il voulait changer de la dynamique. Bonjour Edouard, bienvenue sur Tout Terrain. Salut Enzo. Comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, nickel, merci. Alors, est-ce qu'avant de débuter, tu pourrais te présenter? Oula, alors je m'appelle Edouard Choquet, je suis donc un ancien basketteur professionnel, puisque j'ai joué pendant 15 ans au basket à haut niveau, en Pro B et en Pro A. Alors il y a eu différents noms, il y a eu Betclic Elite, il y a eu Jeep Elite. Donc j'ai joué dans différents clubs. J'ai commencé au club de Limoges CSP, qui est assez connu pour le monde du basket. Tout petit, parce que j'avais 7 ans, et après je suis parti de Limoges pour mes 16 ans. J'ai fait un petit passage au JS à Bordeaux. Ouais, on va y revenir sur tout ça. Ouais, le parcours, bah voilà, écoute, donc sur le parcours on en parlera après, mais grosso modo c'est 15 ans pro, une passion basket évidemment importante, et depuis que j'ai arrêté le basket, j'ai lancé différents projets dans l'accompagnement de sportifs de haut niveau, et aujourd'hui plutôt on bifurque vers plutôt un projet d'académie basket sur Marseille, on va dire. Voilà. Ok, alors bon, du coup tu nous as dit que tu avais commencé donc à Limoges. Mhm. Comment t'es venu cette envie de jouer au basket? À quel âge tu as vraiment commencé à jouer? Bah alors là pour le coup c'est familial. Un papa qui était président de l'association des Limoges CSP, donc la partie amateur des jeunes en fait. Mon grand frère qui jouait dans l'équipe à l'époque, il était en cadet, alors je crois que c'est 18 maintenant, mais Ouais, on a Cadet France. Cadet France, voilà. Ok. Donc du coup moi petit qui suivait tout le monde tous les week-ends sur les terrains, et je pense qu'il y a aussi le côté d'être à Limoges. Alors on va le faire avec humilité, mais le comparatif avec Marseille il est réel dans le basket, je pense. C'est-à-dire que moi à l'époque c'était des matchs de Coupe d'Europe toutes les semaines, le championnat de France il était champion quasiment tous les ans, donc forcément tu rentres là-dedans et t'es à Beaublanc tous les week-ends, et ça te crée une passion, et voilà, c'est vraiment parti de là. Et donc ma première licence basket je l'ai prise au CSP Limoges à 7 ans. D'accord. Voilà. Et c'est à partir de quel moment que tu as vraiment commencé à croire que ouais, tu allais pouvoir devenir pro? Ça, c'est une question un peu difficile, et pourtant je la pose souvent aux gens avec qui je travaille. En fait, j'ai envie de te dire, ça peut paraître très prétentieux et c'est pas le cas pour le coup, mais j'ai eu l'impression que dès que j'ai commencé, j'ai tout de suite eu envie d'être pro. Mais sans me dire que j'allais être la superstar, c'est que j'avais tellement cette passion, ce feu en moi, je voulais jouer tout le temps, je voulais progresser tout le temps, qu'en fait dès le début, pour moi, il n'y avait peut-être pas d'autre option, tu vois. Ouais, d'accord. Donc franchement, après d'y croire vraiment et de me dire que le cap, il était possible d'être franchi, je pense que c'était vraiment ma dernière année. Quand je suis parti de Limoges. Ça devait être, j'avais 16 ans je pense. J'ai fait ma dernière année U18 au club de Bordeaux. Et là je pense que j'ai eu un déclic, je suis parti de chez moi, j'ai mûri vachement, et c'est là que ça a été vraiment le déclic pour le coup. Donc tu l'as dit, donc tu es né à Limoges, donc tu as joué dans ce club. Qu'est-ce que ça procure comme émotion donc d'abord de jouer dans l'un des plus grands clubs français historiquement, mais surtout de jouer dans le club de ta ville en fait? Bah, au début tu te rends pas trop compte parce que tu grandis là-dedans, donc en fait c'est comme normal pour toi de jouer là, et tu arrives à Beaublanc, il y a 6000 personnes, c'est genre la folie, tu te dis ok c'est normal. C'est sûr pour quelqu'un qui est pas de ce milieu-là, tu te dis ouais c'est quand même une chance incroyable. Après ça c'était vraiment une chance. Après ça a toujours été spécial quand j'ai rejoué contre Limoges en tant qu'adversaire, ça m'arrivait souvent dans ma carrière, parce que j'ai pas joué à Limoges en pro en fait, j'ai joué qu'en jeune. Et en pro, malheureusement, ça s'est jamais fait. J'ai essayé, mais ça n'a pas pu se faire. Du coup, c'était toujours spécial de rejouer à Limoges dans mon contexte que je connaissais très bien, mais en tant qu'adversaire. Au début, j'avais du mal, et après, c'était presque les fois où j'étais le meilleur quasiment. Donc, voilà. Donc, comme tu dis, donc, tu quittes le CSP la saison d'après pour Bordeaux. Ouais. Quel souvenir tu gardes de ces 2 années là-bas? À Bordeaux? Ouais. Franchement, le kiff total. Ouais. Les meilleures années de ma vie presque. Et c'est fou parce que je regrette de ne pas en avoir assez profité. Mais je suis parti de chez moi. Franchement, tu pars de Limoges pour aller jouer à Bordeaux. Sur le papier, ça fait pas rêver, franchement. Et sans faire offense au JS à Bordeaux, loin de là, parce que j'ai adoré ce club et j'ai adoré cette ville, etc. Mais sincèrement, je passais du grand Limoges CSP à un petit club comme ça qui était. Bon, il y avait une équipe de N1, mais voilà. Et au final, c'était extraordinaire parce que je suis arrivé dans un contexte du 18 France où en fait le coach était incroyable. On avait un super groupe. On a fait une vraiment grosse saison en équipe. Alors sur le papier on était vraiment moyen, je pense. Moi j'étais très bon. Je me rappelle à l'époque on est à un match d'aller au Final Four U18 France groupe A, et on perd le dernier match de poule contre Pau, à l'époque Pau de Thomas RTL, Ludo Givati et compagnie, enfin le gros Pau de l'époque. Donc déjà une belle saison. Et en parallèle de ça, en fait si tu veux, je m'entraînais avec l'équipe de N1. Ouais. Et derrière après j'ai intégré l'équipe de N1, et le coach de l'équipe de N1 il s'appelait Tommy Davis, c'était un coach américain qui avait cette particularité de faire confiance aux jeunes de fou, tu vois, ce qui se fait peu, je trouve, aujourd'hui, et qui fait qu'en fait, tu vois, il te donnait les cartes blanches, quoi. Tant que tu travaillais fort,
que tu osais prendre ta chance et que bah, forcément, si tu avais du rendement, bah, tu vois, tu allais sur le terrain, quoi. Donc, ça a été une chance et franchement, 2 belles années. J'ai adoré Bordeaux. Et donc, tu as joué à partir de quand avec la National 1? En fait, ça s'est passé. Alors, concours de circonstances, je t'explique. Ok. U18 France, milieu de saison, mois de mars. Ok. L'équipe de N1 ils avaient 3 meneurs dans l'équipe de N1. Ils en perdent un premier qui arrête le basket en premier de Ok. saison. Ok, il en avait marre, il arrête. Ok. Le deuxième meneur, il s'avère qu'il a une aventure avec la compagne de l'assistant coach. Ok. Chaud, patate. Ouais, Donc, un peu. malheureusement, tout le club se retourne contre lui. Et donc, il se fait virer. Pour le coup, et c'est un ami à moi, et aujourd'hui il est marié, ils ont des enfants, donc voilà, ça c'est bien. Leur histoire d'amour n'était pas qu'une passade, c'est vraiment une histoire d'amour réelle, bref, peu importe. Il n'empêche que moi je me retrouve du coup premier meneur de l'équipe U18, et du coup bah, potentiellement backup de l'équipe N1, parce qu'il y avait plus de meneurs en fait dans l'équipe. Ok. Donc le coach m'intègre, donc je joue avec l'équipe de N1 sur les 3-4 derniers mois, ça se passe plutôt bien, et c'est ce qui m'a ouvert les portes après de l'équipe de N1, parce que du coup ils m'ont renouvelé l'année d'après, pour être rotation du premier meneur. Ça a duré 3-4 matchs et en fait au bout de 4 matchs j'étais titulaire et j'ai fini à l'époque All-Star de N1, tu vois. Donc Ok. c'était une chance. À 19 ans c'était Ouais, incroyable. bah, c'est clair. Mais tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc la dernière fois, il y a Johan Cardinal qui est venu. Ouais. Et en fait, lui, il me disait pareil, c'est que en fait, ses débuts en pro, c'est vraiment un concours Ah de oui. circonstances, mais incroyable. C'est Il clair. était 5e gardien. Et en fait, les Ouais. 4 devant lui se blessent et ben il se voilà, retrouve tu là. vois, Et en fait, je trouve ça drôle de voir qu'il y ait plein de sportifs comme ça qui finalement. tu sais que le sport, moi je pense que le sport au niveau, ok, il y a le travail, il y a plein de choses qui comptent, c'est évident, mais des fois il y a l'opportunité ou la chance, tu sais, le truc en plus quoi. Et là j'y crois dur comme fer, j'ai une bonne étoile, alors ça malheureusement c'est au détriment de 2 personnes, tu vois. Ouais, bien Même sûr. si bon après voilà, ils ont tous rebondi d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais à l'époque c'est sûr que tu as 3 meneurs dans l'équipe de N1, tu te dis ok, il y a rien qui peut. Attends, excuse-moi. Il n'y a rien qui peut faire que tu vas rentrer dans l'équipe. Finalement, bah, tu vois, tu te retrouves en joueur en N1 à 18 ans, au mois de mars, comme ça, quoi, tu vois. Donc, en effet, la chance, des fois, dans le haut niveau, elle compte, tu vois. Donc, du coup, après de 2007 à 2011, donc tu vas jouer au Portel. Ouais. Et c'est là-bas donc, que tu vas commencer à avoir un bon temps de jeu, on Ouais. va le dire. Est-ce que tu peux me dire comment tu as vécu ton départ de Bordeaux et comment tu as vécu ces 4 années là-bas? Parce que pour ceux qui ne situent pas le Portel, c'est vraiment dans le Pas-de-Calais, c'est très au nord. C'est ça. Et toi, à ce moment-là, tu as 18-19 ans du coup. Ouais, c'est ça. Tu quittes ta famille aussi forcément. Comment tu le vis en fait tout ça? Alors, en fait, j'avais quitté ma famille avant. Moi, quand je parle de Limoges, je quitte ma famille déjà. J'étais en famille Ouais. d'accueil. Bon, bref, j'avais déjà quitté ma famille. Mais il n'empêche que, arrivé au Portel, c'est signé en Pro B déjà. À l'époque, donc c'est rentré dans le monde pro, Ouais. la LNB, tu vois. À l'époque, Bordeaux, j'étais que en N1, entre guillemets, donc la 3ème division. Donc, rentrer dans le monde pro, c'est vraiment le Portel. Et là, sincèrement, ça a été genre. Tu vois un mur? Ouais. Je suis tombé dedans. Ah direct. Ouais. Franchement, les 6 premiers mois au Portel, catastrophe. L'écart il est énorme entre la N et la Pro. Je pense pas, Ouais. mais en fait, je sais pas si j'étais pas prêt, je sais pas ce que j'avais foutu, mais c'est sûr que je suis arrivé et j'étais pas prêt, c'est évident. Ok. Je pense pas que l'écart de niveau soit si important, mais je pense que mentalement j'étais peut-être. Je sais pas, j'avais vu la marche trop haute ou Ouais. j'étais pas prêt. Je sais pas ce que j'ai fait en fait, concrètement, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est sûr que les 6 premiers mois étaient très difficiles. Il y a le changement d'environnement aussi. Je suis passé Bien de sûr. famille d'accueil à être en appart seul, donc te faire la manger tout seul. Devoir être autonome dans tout ce que tu fais, tu sais, mine de rien, moi je suis autonome, mais malgré tout, c'est quand même un truc différent, tu vois. Ouais, Tu bien sûr, tout c'est seul, clair. tu vis tout seul, et puis tu es loin de tout. Après, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais dans un groupe vraiment très très bien. Notamment, j'ai un ou deux coéquipiers qui m'ont vraiment pris sous l'oreille à l'époque, et étant jeune, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Et en fait, les 6 premiers mois, cata. Et puis finalement, à partir de février-mars, j'ai commencé à être mieux, tu vois. Et puis fin de saison, ça a été après, les 3 saisons d'après, ça a été que comme ça. Ok. Moi, j'ai fait que progresser d'année en année, avec un truc que t'as pas dit, c'est que le Portel, au-delà d'être un patelin tout perdu dans le Pas-de-Calais, c'est une, excuse-moi, sacrée terre de basket. Ouais, bien En sûr. fait, t'as 15 000 habitants qui sont fans de basket. Ouais, Et bien donc en sûr. fait, tu remplis des salles tous les week-ends, les gens ils sont fous de basket, ils chantent tout le match. Match de carnaval, c'est la folie. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Pour ça, c'était une expérience de taré, le Portel. Et donc, bah, comme tu dis, donc, ce sont tes débuts en pro. C'est ça. C'était vraiment un rêve, en fait, tu avais touché ton rêve, toi, à ce moment-là? Ouais. Alors, tu vois, c'est bizarre parce qu'encore une fois, je l'ai jamais trop pris comme ça. Ok. C'est pas vraiment un rêve. Pour moi, c'était presque, encore une fois, et je le dis avec grande humilité parce que j'ai pas fait une carrière. Mais pour moi, c'était presque l'aboutissement de quelque chose, d'un travail, mais c'était pas un rêve, tu vois. C'était ok, je me suis fixé des trucs, bah, j'ai réussi à le faire Ok, parce d'accord. que j'ai travaillé fort et que presque je mérite d'être là, tu vois. Et puis c'était que le Portel en Pro B, c'était pas non plus, sans faire offense encore une fois à personne. Mais j'étais vraiment très content d'être là-dedans et pour moi, c'était la suite d'un processus. Et en plus, les 4 années au Portel, ça a été vraiment étape par étape à chaque fois. J'ai gagné plus de temps de jeu, un meilleur rôle. On a fait des meilleurs résultats aussi collectivement. Donc en fait, les 4 ans au Portel, c'était vraiment que une pente ascendante. Mais du coup, comment il se passe vraiment ces 4 ans et est-ce qu'il y a vraiment une chose que tu retiens qui t'a marqué là-bas? Déjà, il y a eu le passage. En fait,
comment dire, il y a eu le passage de joueur vraiment de rotation à joueur majeur d'une équipe en 4 ans. Le passage de équipe qui se maintient à équipe qui va jouer les playoffs en Pro B. Tu vois, mine de rien, ça fait beaucoup. Ouais, c'est clair. Donc les étapes, elles ont été vraiment là. Et puis il y a aussi ce côté, voilà, tu apprends à être un meilleur professionnel. Tu découvres aussi que tu peux faire plein de choses mieux que ce que tu faisais avant, parce qu'avant tu étais un peu un jeune con qui était là-dedans, etc. Donc ouais, c'était vraiment, je te dis, si je dois donner un exemple, enfin un résumé de Le Portel, c'est vraiment crescendo dans tout. Ok. Donc après en 2011, tu rejoins FOS. Ouais. Là où tu vas faire donc le plus gros de ta carrière, Ouais. où tu vas connaître tes meilleures moyennes de points aussi. Comment ça s'est passé, on va dire, ce transfert? C'est toi qui décides de partir? Comment ça se passe? Je pense que j'avais fait déjà le parcours au Portel. Il était, on dit souvent, tu as l'impression d'avoir fait le chemin. La fin d'un cycle, quoi. La fin d'un cycle, okay. et tu continuais, à quoi bon, tu vois, presque. Et je pense que j'avais vu cette fin-là au Portel, et je pense que aussi d'ailleurs. Et puis très tôt dans la saison, il y a le coach de Fos qui m'a appelé, voilà. Okay. avec un vrai projet pour moi. Si tu vois, à l'époque, moi au Portel, je jouais poste meneur arrière. J'étais un peu sur les deux postes, mais pas meneur pur, tu vois. Et le coach de Fos m'appelle en me disant, écoute, moi je veux que tu sois meneur titulaire de mon équipe. Fos à l'époque était, je pense, un petit peu plus haut en termes d'ambition que le Portel, parce qu'il y avait un peu de sous, il y avait de l'envie, même s'il venait de monter, il y avait un vrai projet, je pense. Ouais. Et même moi, pour moi individuellement, je savais que j'allais être meneur titulaire d'une équipe de Pro B, ce qui était aussi l'objectif, parce qu'au Portel, j'avais un bon temps de jeu. J'étais à 25 minutes, je pense, sur ma dernière année. Mais j'étais encore titulaire, rotation, on savait pas trop, tu vois. Même si j'avais un gros temps de jeu. J'étais un peu un 6e homme de luxe, on va dire. Et Fos était vraiment titulaire. Donc quand le coach m'appelle, c'était assez tôt en saison, je me rappelle. C'est rare dans le basket masculin pour le coup. Mais je pense qu'en février, j'avais déjà validé le contrat. J'étais sûr de partir à Fos. Et du coup, là, c'était, je te dis, meneur titulaire dans un projet avec ambition de monter. Voilà, il y avait plein de choses qui me donnaient envie. Et je te dis, un nouveau départ aussi, c'est de changer un peu d'air, bien sûr. Faire autre chose, quoi. Et un projet, quoi. Est-ce que pour toi, ce premier passage à Fos, c'est vraiment le moment de ta carrière où tu es le plus fort ou pas? Après ma blessure, ouais. En fait, j'ai fait 4 ans à Fos. Ouais. Ma première année, j'ai fait une bonne saison. Vraiment bonne saison. Je pense que j'ai répondu aux attentes que le coach avait en moi, à part les quelques premiers matchs, mais sinon ça a été bonne saison. Deuxième année, je me blesse. Troisième année, retour de blessure. Et c'est vraiment la quatrième année où là j'étais pour moi le meilleur individuellement de ma carrière. Parce que j'ai fait vraiment une saison de fou, avec des temps de jeu qui étaient là-haut, des stats aussi qui étaient là-haut. Et c'était juste avant que je signe en Pro A en plus. Donc grosso modo sur les 4 ans, il y a eu cette blessure qui a été vraiment un coup d'arrêt. Mais ma dernière saison à Fos, c'est là où j'étais le meilleur, je pense, individuellement. D'accord. C'est elle d'ailleurs qui va t'ouvrir les portes après la Pro A. On y viendra après. Ça. J'ai une vidéo que j'aimerais bien te montrer. Oh là là. Est-ce que c'est séquence émotion? Non. Enfin, je sais pas, peut-être. Hein. Tiens, attends, regarde. Là. Ok, Vichy. Ouais, c'est bon, je me rappelle. Je suis là déjà. Ouais, je me rappelle bien. Ouais, on joue contre Vichy. Je pense que ça, c'est l'année où on monte à Fos. Il y a Pierre qui est là, donc c'est l'année où on est champion, je pense. On bat Rouen en finale. Et on joue contre Vichy à l'extérieur. Et donc, je marque ce shoot. Le panier de la victoire. Je pense qu'il y avait 71 partout. C'est ça, exactement, 71 partout. Vichy, clairement. Et je pense que même d'ailleurs, je prends un rebond offensif. Ouais, j'ai coupé, mais tu prends le rebond, tu ressors. C'est vrai. J'aurais pu la laisser en entière, mais c'est vrai. Tu prends le rebond, tu ressors. Il y a quelqu'un qui demande la balle, il s'écarte et tu joues le drive. Je prends un rebond off parce que c'est pas ma qualité première, mais je prends le rebond off, je ressors et tout le monde me demande la balle. Et je dis ok, c'est bon. Et finalement, je drive et je finis. Donc c'était c'est un bon souvenir. C'est vrai. Du coup, dans ces moments-là, qu'est-ce qui te passe par là? Donc d'abord, avant d'aller prendre ce dernier tir d'offrir la victoire, et une fois que tu le mets en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Parce que, désolé, mais quand tu marques comme ça aussi, quand t'es petit, forcément, tu t'es déjà imaginé mettre un panier au buzzer pour offrir la victoire à ton équipe. Qu'est-ce que du coup ça… C'est sûr que gosse, moi quand je joue au basket, tu fais souvent les trucs dans la tête, il reste 4 secondes, tu fais ton truc, donc forcément tu rejoues ça un peu. Franchement, sur le coup, je pense que j'y pense pas tellement en fait. Après, il y a honnêtement… là je vais mettre un peu on va se calmer, il y a 71 partout, au pire je rate, on va reprendre, il y a moins de pression, mais malgré tout c'est toujours un vrai kiff de marquer au buzzer. Et pour le coup tu vois, je te parlais de la saison à Fos où j'avais été vraiment bon. Cette saison là je crois que j'en mets 4 ou 5 dans l'année. Et puis c'est pas des lay-up, c'est les 3 points, enfin il y a eu des shoots. Là c'est quoi, il restait que ça sur YouTube. Mais c'est un truc qui a toujours été plaisant, et j'ai toujours eu, là pour le coup j'ai toujours bien aimé ça. Prendre les tirs à la fin, j'aimais bien ça. T'as jamais eu peur que ça te retombe dessus? J'aimais bien ça, Des fois d'ailleurs je prenais des tirs un peu tarés et mon coach des fois il était pas content. Par contre j'en ai mis quelques-uns qui étaient sympas, donc tu vois. Donc comme tu l'as dit, donc tu restes 4 saisons donc à Fos dans les Bouches-du-Rhône jusqu'en 2015 où après donc tu vas rejoindre l'Asvel, découvrir la Pro A. Pareil, est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe, l'envers du décor de ce transfert? Écoute, c'est un truc de taré. Franchement, signer à l'Asvel quand t'es à Fos en Pro B, tu te dis ça a aucun sens. En plus c'était au début de l'art par cœur. Donc
franchement, et tu te dis, ils ont tellement d'ambition. Il y a un gros projet qui se met en route. Tu te dis, toi, t'es joueur de Pro B à Fos. Ok, j'ai fait vraiment une grosse saison. À l'époque, je crois que j'ai fait 39 minutes de moyenne. Peut-être 14 points de moyenne. Ouais, c'est ça. Alors, collectivement, on fait une saison très moyenne, mais pour moi, individuellement, j'étais vraiment un des meilleurs joueurs de la Pro B, je pense. Écoute, ça se passe qu'à l'époque, il y avait la rotation de meneur à l'Asvel, c'était Johan Sangaré. Ok. Que le club ne veut pas conserver. Il s'avère que mon agent a des très bonnes relations avec plusieurs personnes de l'Asvel. Et il commence à me dire que l'Asvel pourrait être intéressé. T'sais. Moi, je dis ok, laisse tomber, oublie ça, c'est que tu me racontes là. Et finalement, écoute, de fil en aiguille, tout se passe comme sur des roulettes. Ils arrivent à se libérer de Sangaré. Ils me proposent un contrat sur 2 ans. Et puis je me retrouve rotation de Trent Mitcham à l'Asvel. Franchement, là pour le coup, tu parlais de rêve un peu tout à l'heure. Là pour le coup, je ne l'ai pas trop pris comme un truc normal. C'était vraiment un truc de fou. J'ai vraiment eu du mal à réaliser. Ouais, bien sûr. Et je me rappelle encore mes parents, j'en parlais, famille de basketteurs de Limoges, etc. Tu te dis, bon, tu sais, c'était quelque chose. Signer à l'Asvel, c'était vraiment quelque chose. Et est-ce que du coup, tu te dis que là, tu as vraiment passé un cap dans ta carrière? Ouais. Et d'ailleurs, je regrette un peu, je trouve que je suis trop arrivé à l'Asvel avec le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire de me dire, ok, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Ok, ouais, d'accord. Quand en fait, si je suis pris, c'est que je mérite. Bien là, sûr, ouais. Et j'ai fait une saison correcte, tu vois, avec des temps de jeu de rotation, tu vois. Mais je pense que j'aurais pu plus en profiter si j'étais moins arrivé avec l'idée de dire, mais attends, mais tu sais, t'as des KUD, des Andersen, des Mitcham, tu dis, ok, en gros, ouais, je suis un joueur Pro B, les gars, qu'est-ce que t'es. Et je trouve que j'ai un peu trop eu cette démarche-là. Et donc, tu vas aussi découvrir la Coupe d'Europe. Ouais. Avec donc à l'époque, ça s'appelait la FIBA Europe Cup. Ouais. Et tu vas aussi être champion de France. T'es du bien coup, renseigné, avec ouais, un peu, ouais, j'ai fait mes recherches. C'est de super souvenirs, pardon, j'imagine. Ouais, parce que jouer une Coupe d'Europe, tu sais, ça t'en rêve aussi toujours. Ouais, là, bien sûr. Alors, c'était pas la grande Euroleague ou la. Bon, mais c'était quand même bien, tu vois. Tu vas jouer en Finlande, tu vas jouer aux Pays-Bas, tu vas jouer en Belgique. On a fait plein de trucs, on avait joué en Israël aussi à l'époque. Après, c'est dommage parce que justement, on l'a vendu la Coupe d'Europe. On aurait pu la gagner, je pense. Ah ouais. Et on perd en 8ème contre Anvers, je crois. Franchement, on a vendangé. Mais c'est sûr que l'expérience, elle est incroyable. Parce qu'en fait, tu vois, tu parles du jeune basketteur qui rêve de tout ça. Là, c'était basket tout le temps. C'est genre, ouais, bien sûr. Tu joues le week-end en championnat de France, tu rentres, le lendemain, tu as une récup. Le lundi, tu prépares déjà le match du mardi en Coupe d'Europe. Et puis tu pars en Coupe d'Europe. Et puis le mercredi, tu prépares le championnat. Et puis en fait, c'est que ça, tu vois. Et puis entre-temps, tu as la Leaders Cup, tu as les playoffs à la fin. Tu t'arrêtes jamais. Toute la saison, j'ai fait 10 mois à l'Asvel. Franchement, j'ai dû aller à Lyon, centre-ville, peut-être 5 fois, tu vois. Ah ouais. En fait, t'as jamais joué le ref, t'es toujours en train de jouer. Okay. Ou alors en récup, ou en préparation de match, ou en match. Tu vois, c'est que ça toute l'année. Mais par contre, c'est sûr que c'est un kiff total parce que ouais, c'est plaisant ce que tu joues à l'Astrobal. En plus, voilà, à la fin, l'apothéose évidemment. Mais c'était vraiment une saison incroyable. Okay. Et donc, fin de saison, tu quittes l'Asvel pour Champagne-Châlons-Reims, toujours en Pro. Comment ça se passe aussi? Pourquoi ce départ? Pourquoi rejoindre Châlons-Reims? Ce que t'as pas dit, c'est qu'on est champion à l'Asvel quand même. Ouais, non, je l'ai dit que vous êtes champion à l'Asvel. Moi, j'ai envie d'en parler. Ah, vas-y, alors je t'écoute. On est mené 0-2 en finale. On joue la finale contre Strasbourg. On perd le premier match chez eux, on perd le deuxième match chez eux. Fin du monde, ça y est, on allait perdre. On fait le match 3 à Villeurbanne et il s'avère que le matin au shooting, on apprend que à l'époque, Paul Lacombe, qui est un ancien Asvelien, joueur de Lyon, etc., avait déjà réservé la soirée à Lyon pour faire la night, etc. Donc il préparait leur truc. Ouais, un peu insolent. Ça a créé un petit truc. Normal. Résultat, match 3, on les défonce, vraiment. Match 4, on rejoue à l'Asvel, on gagne de rien, mais on gagne quand même, donc on revient à 2-2. Et tu vois, là, il y a tout qui s'est changé et au final match 5 franchement je te jure qu'on savait qu'on allait gagner et on retourne à Strasbourg match 5 en plus Tony Parker à l'époque il fait un truc de fou, il nous fait un peu un mystère etc. Les gars venez à l'entraînement la veille du match mais préparez toutes vos affaires, je vous dis le planning à ce moment là et en fait il nous fait manger à Villeurbanne, on prend son avion privé pour aller à Strasbourg, il change l'hôtel des premiers matchs parce qu'il voulait changer de la dynamique, bref enfin. Parce que là du coup c'est comme tu as dit c'est le début de l'ère Parker, c'est son premier titre aussi pour lui. Exactement, c'est ça. Donc, et lui il était encore joueur à l'époque donc il était venu que pour les playoffs. Parce qu'il avait pas, avant, il n'avait pas encore fini sa saison, donc on l'avait vu physiquement que pour les playoffs. Et je te dis, pour le match 5, là, la veille, on s'entraîne à Villeurbanne le matin. Il nous dit, venez avec vos affaires pour partir. Je vous explique le planning à ce moment-là. Et donc, on mange ensemble à l'Asvel. Et il nous dit, ok, on va à l'aéroport directement. On avait pris son jet privé, enfin des trucs de taré, tu vois, des trucs de fou, quoi. Donc, on gagne la finale, bref, et on est champion. Tout ça pour te dire que, pourquoi partir de l'Asvel? Parce qu'en fait, justement, c'est très lié à ça. C'est le début de l'ère Parker. Pour moi, une rotation française moyenne, ce que j'étais en pro à l'époque, en tout cas pour l'Asvel, je suis pas sûr qu'ils vont me faire confiance. Je vois gros comme une maison le fait qu'ils vont mettre un ricain puis 2 ricains devant moi, et donc je vais être rotation avec grappiller quelques minutes s'il y a des blessés, etc. Et franchement, j'étais un peu plus ambitieux à l'époque, et je me suis dit, écoute, t'as fait une saison correcte, t'es champion,
surfe sur la vague, peut-être que tu peux trouver un projet de pro un peu moins ambitieux en termes de collectif, mais où toi, tu auras une vraie place, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça qu'à l'époque, mon agent, il me trouve Chalon-Reims, avec un projet où je suis avec un meneur Cotonou, donc peut-être avec un vrai temps de jeu, un coach qui me connaît depuis des années, qui semble vouloir me faire confiance, donc je dis go. On négocie avec l'Asvel pour arrêter le contrat, ils sont tout à fait OK avec ça, et donc je pars à Chalon-Reims dans ce contexte-là. Ok. Donc, alors du coup, attends, on revient sur l'Asvel un peu en 2-2. Okay, c'est bon. Quand donc, tu joues ce fameux match 5, tout ça, est-ce que là, Parker, par exemple, il vient dans enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il vous parle avant? Est-ce qu'il vient dans le vestiaire carrément avant pour vous motiver et tout ça? Comment ça... Ouais, il a tout fait, mais il n'était pas venu sur les matchs 1 et 2. Ok. À Lasvel, il était là et il devait rentrer de mémoire, il devait rentrer aux États-Unis parce qu'il avait un truc à faire et il devait pas venir à Strasbourg au match 5 et finalement il laisse planer le doute et finalement il vient, donc avec tout ce contexte que je t'ai expliqué là. Et là, ça a été très tu sens qu'il avait pris le truc, tu vois, et qu'il a essayé de créer une dynamique d'équipe pour aller gagner ce match-là. Et franchement, ça a beaucoup aidé, hein, sincèrement. Parker, on en parle beaucoup, mais sur le coup, il a vraiment mis tout le contexte pour arriver à ce que, tu sais, on arrive avec une dynamique de victoire réelle, tu vois. La veille, je me rappelle, on avait fait un petit jeu de collectif, un team building à l'hôtel, etc. Et même avant le match, je pense qu'il a parlé dans le vestiaire. Il était dans les tribunes, tu vois, juste derrière le banc. Enfin, il a tout contextualisé pour arriver au truc. Et quand toi, forcément, donc basketteur français, il y a Tony Parker qui vient, qui est un peu la référence à ce moment-là, qui vient, qui te parle pour t'encourager. Enfin, alors, déjà, personnellement, qu'est-ce que ça te fait? Puis, est-ce que tu sens vraiment que ça soude l'équipe, ça donne des ailes limite à tout le monde? Ouais, alors, individuellement, j'ai du mal à me situer, tu vois, parce que à un moment donné, t'es tellement dans le feu de l'action, dans la stratégie, le match, etc., que je pense que le contexte, tu l'oublies un peu. Ouais. Et je pense que ça, c'est très vrai, tu vois. Et ce qui fait qu'après coup, quand je repense, je me dis putain, c'était vraiment un truc de fou, tu vois. Et sur le coup, tu le réalises pas vraiment, tu vois. Tu le vis sans le réaliser. Et c'est après, 2-3 ans après, même plus maintenant, ça va faire bientôt 10 ans, c'est fou. Tu te dis putain, c'était quand même quelque chose, tu vois. Ouais. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'équipe, le fait d'avoir inversé la dynamique en gagnant les matchs, mais aussi lui qui prenne le truc comme ça en disant ok, let's go les gars, on prend l'avion, on fait ça, ça a aidé à finaliser le truc. Et franchement, je pense qu'avant le match 5, on savait qu'on allait gagner. Bon, du coup, retour à Chalon-Reims, où donc tu fais juste une saison aussi là-bas, et après tu retournes à Foss. Du coup, alors comment ça s'est passé là aussi? Raconte-nous. Bah écoute, Chalon-Reims, ça se passe super bien au début. Je fais un super début de saison parce qu'en plus l'autre meneur était vraiment nul. Sans lui faire offense, mais et du coup j'ai un gros temps de jeu au début. Résultat, je me retrouve All-Star à Chalon-Reims, ce qui est improbable à l'époque d'ailleurs, mais parce que en fait il y avait peu de meneurs français à l'époque qui jouaient en Pro A. Moi je suis plutôt bon, j'ai un temps de jeu, résultat je me retrouve All-Star. Malheureusement au mois de janvier je me fais une blessure au genou un peu importante, donc je me fais opérer, donc ça gâche un peu ma saison. J'arrive à revenir en fin de saison, mais franchement très moyen. Et la finalité, c'est qu'à la fin de la saison à Chalon-Reims, tout est changé un peu. Ils changent de coach, ils changent pas mal de choses parce qu'on avait fait une saison très moyenne. Le nouveau coach qui arrive, à la base, il m'appelle, il me dit ouais, je veux te garder, blablabla. Il me fait miroiter tout et n'importe quoi. Finalement, plus de nouvelles après pendant un mois, donc j'ai compris qu'en fait, il allait pas me garder. Donc là, il fallait trouver un nouveau projet. Et c'est comme ça que Foss se remanifeste. J'avais quand même un bon souvenir de mon passage d'avant. Tu vois, j'avais fait 4 ans là-bas qui était très bonne. 4 années très bonnes, pardon. Et j'étais parti en plus en bon terme parce que partir de Foss pour l'Asvel en général c'est plutôt bien vu, tu vois. Et donc au final quand il me recontacte, certes c'est de la Pro B, certes c'est moins ambitieux que ce que j'imaginais, mais en fait au final je me dis ok, tu vas partir en Pro B, tu vas avoir un rôle ultra important voire majeur, tu as une ambition de pouvoir monter, peut-être que c'est en fait toi enfiler le costume de ok moi je fais monter Foss en Pro A et puis ça peut peut-être être cool, tu vois. Carrément. Et donc finalement il me propose le contrat et puis j'y vais. J'ai dit let's go, on retourne en Pro B à Foss et pour le coup j'ai pas regretté parce que ça s'est bien passé. Globalement le retour à Foss s'est bien passé. Et tu finis ta carrière là-bas. C'est ça. La première année que je reviens, donc on est en Pro B, on monte en Pro A. Donc c'est la vidéo que tu viens de me montrer. On bat Rouen en finale, contexte de fou, donc on gagne les playoffs à l'époque. Derrière Pro A on redescend. Et finalement, de la descente, il y a l'année Covid qui est annulée. Et finalement, l'année après le Covid, là, on est champion. On gagne la Leaders Cup. On a tout rappelé cette année-là. Et donc, on remonte et on finit sur un maintien. Quand il y a des jeunes joueurs qui viennent te voir, qui te demandent des conseils et parfois qui te demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir pro, toi, en général, tu leur réponds quoi? Écoute, souvent, les gens ils disent la même chose. Il faut travailler fort, etc. Et j'y crois dur comme fer. Je pense que c'est très vrai. Et je pense que malheureusement, la notion de travail, elle se perd un peu. Aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, Instagram et compagnie, c'est très facile de croire qu'il suffit de mettre un dingue dans son garage pour dire qu'on va être pro, tu vois. Et ce qui est très vrai, et j'avais cette chance, moi je pense, c'est cette passion-là de vouloir jouer tout le temps, dans tous les contextes. Il pouvait pleuvoir, je pouvais aller jouer dehors, je m'en foutais en fait. Et aussi avec une démarche un peu structurée, c'est-à-dire que je voulais m'entraîner pour avec du sens, tu vois.
Donc des fois, je pouvais aller à le terrain pour dire ok, je vais faire 500 tirs aujourd'hui, tu vois. Et puis l'été, je me faisais des programmes, le matin, je vais courir, le soir, je vais m'entraîner, etc. Et ça, je pense que c'est très vrai, tu vois, arriver à avoir une vraie éthique de travail qui fait qu'à un moment donné, tu travailles juste plus que les autres, ou mieux, tu vois. Et ça, j'y crois toi comme faire. Après, je parle souvent de tout ce qui est la confiance en soi. C'est dur de dire que et confiance en toi, tu vois. C'est c'est pas un bouton on/off, tu vois. C'est vrai. Mais je pense que le travail construit ça et tout ça lié fait qu'à un moment donné, tu vois, il faut aussi y croire et le fondement pour moi, c'est cette éthique de travail, tu vois, et savoir où tu veux aller avec un vrai plan, tu vois. Ok. Donc je vais te montrer une deuxième vidéo. Oh, vas-y. Ok. Passe d'ess. Avec Kino, c'était un classique, on l'a fait je sais pas combien de fois celle-là. Ouais. Avec Jaren Burroughs. Ouais, ça c'est je pense. Ouais. Une boule d'accord, je pense. Et donc, la vision du jeu, j'aimerais bien que tu nous en parles parce que c'est quand même quelque chose qui a bien marché dans ta carrière. Enfin, c'était une de tes qualités, ta vision de jeu. Comment est-ce que tu l'as développée d'abord et après, comment ça se travaille? Alors, déjà, je pense qu'il y a un côté inné, ça c'est assez évident. Okay. Le côté acquis, il existe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois, et souvent je le dis à des jeunes joueurs aussi, le fait de regarder tellement de matchs en live, bien sûr, j'avais la chance petite de pouvoir voir plein de matchs de basket, mais aussi après à la télé. Je pense que ça aide à construire aussi une connaissance du jeu qui fait que des fois tu le fais juste pour relaxer dans ton canapé, tu vois, le match comme ça, mais des fois je le faisais aussi en essayant de comprendre un peu ce qui se passait, tu vois. Et je pense que ça aide à avoir un regard sur le jeu et comprendre les placements, les opportunités, etc. Et c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup développé. Et mes dernières saisons à Fos, je pense que j'avais vu, il y avait une vidéo highlight sur YouTube où il y avait toutes mes passes d'ess, genre un truc comme ça. Et il y en a certaines, celles que tu vas me montrer là sur Kino, celle-là, je te jure, hein, toutes les équipes connaissaient, savaient qu'on le faisait. On avait un système qui s'appelait Corn, où Kino on le mettait en haut, il partait en backdoor, je l'ai envoyé, il marquait. Je te jure que sur 2 ans, en Pro B Pro A, on a dû la faire 30 fois peut-être. C'est incroyable. Elle passait tout le temps. Elle passait tout le temps, parce qu'en fait, c'était dans un contexte où lui et moi, on savait qu'on allait le faire. Le jeu était un peu arrêté, etc. Et c'était tellement surprenant pour la défense que ça marchait à chaque fois. Et je me rappelle, il y avait d'autres passes que je faisais aussi dans backdoor, etc. à certains joueurs, qui étaient un peu atypiques et qui marchaient très souvent. Et au final, ça se développe en regardant le jeu, etc. Mais il y a aussi cette connaissance du coéquipier, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ce jeu de regard que tu peux avoir des fois dans le jeu où en fait il y a plein de temps faibles que des fois, quand tu es dans le flou de l'action, tu te rends pas forcément compte. Où la défense dort un peu parce que tu es sur une annonce de système, tu penses que c'est calme, etc. Et au final, il y a plein de trucs comme ça à aller chercher qui sont un peu atypiques. Ok, d'accord. J'aimais bien ça, j'aimais beaucoup. Ouais. Alors, avant de passer sur ton après-carrière, j'aimerais qu'on revienne donc, du coup, sur ton palmarès. Oui. Donc, champion de France pro avec l'Asvel en 2015, ouais. All-Star Pro en 2016, oui. donc, comme tu l'as dit, et double champion de France Pro B avec Fos, plus une Leaders Cup. C'est ça. Donc, c'est beau. C'est plutôt pas mal. Donc, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Comment est-ce que, toi, du coup, tu vois l'ensemble de ta carrière et est-ce que tu as des regrets quand même ou pas? Écoute, franchement, je suis très fier de ma carrière, c'est évident. Encore une fois, sans parler que j'ai fait la carrière de NBA. Par rapport à le petit garçon sans trop de qualité physique qui est né à Limoges, franchement, c'est vraiment une carrière rêvée, je pense. Si je devais avoir un regret, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fait d'être arrivé à l'Asvel trop avec le syndrome de l'imposteur. Okay. Tu vois, on parlait de confiance en soi, etc. Je serais arrivé là-bas avec, ok, je suis là, je mérite d'être là, avec ce côté un peu plus, pas arrogant, c'est pas assuré. Assuré, ouais. Je pense que j'aurais peut-être fait une meilleure carrière après, tu vois. Okay. Mais au final, ce serait le seul petit regret que je pourrais avoir, mais sur tout le reste, il y a toujours une logique dans les choix que j'ai fait, donc pour le coup, je suis assez content. Okay. Et est-ce qu'il y a un joueur qui t'a vraiment impressionné, que ce soit un coéquipier ou un adversaire que tu as joué? Coéquipier, je dirais David Anderson à l'Asvel. Okay. Parce que c'était un vieux père à l'époque quand il à l'Asvel, parce qu'il était vraiment en fin de carrière, il avait une carrière d'Euroleague, de NBA derrière lui, et tu dis ok, il est à l'Asvel. Il est là peut-être en mode fin de carrière, je vais relaxer à l'Asvel pour prendre quelques milliers d'euros et la vie sera belle. J'ai jamais vu un mec avec une éthique de travail aussi importante à son âge, tu vois. Il avait beau avoir 39 ans ou je sais pas quel âge il avait à l'époque, mais c'était toujours le premier à la muscu, le dernier à rester. Il faisait venir son propre préparateur physique d'Australie. Il y avait tout un tas d'exercices un peu atypiques pour essayer d'entretenir son corps, etc. C'était vraiment un exemple de coéquipier pour le coup en termes de travail. Et après en termes d'opposants, David Holston était très difficile à jouer. Okay. Il joue encore d'ailleurs à Dijon. Un petit meneur là, tellement vif, tellement rapide et voilà, qui a toutes les qualités des baskets modernes en termes de shoot extérieur, etc. J'aimais pas trop jouer contre lui, tu vois. Donc c'est un bon exemple d'adversaire difficile à jouer. Les jeunes, ils me parlent souvent de Mike James. Ouais, j'ai joué contre Mike James. Oui, j'ai joué contre Mike James, mais j'ai joué une fois contre Mike James, je pense. C'était quand? C'était à Fos, ma dernière année. Et Monaco, ils étaient venus jouer contre nous à Marseille juste avant Noël. Je pense qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient nous mettre une rouste. Et je pense que Mike James, il a joué en marchant tout le match. Okay. Donc en fait, il m'a pas du tout impressionné parce qu'en fait, il était là. Un peu nonchalant de fou. Super nonchalant, tu vois. Comme il peut être des fois, je pense. C'est vrai. Alors, tu vois, et du coup, il arrive à Fos.
C'était Paris Lee à l'époque qui maintenant Ouais. est à Lasvel, qui nous avait détruit, mais Mike James il m'avait pas impressionné parce que je te dis il est arrivé à faux. Ouais, ils s'en foutaient quoi. À Ouais. 15% de ses possibilités et on Ok. avait pris 30 points quand même. Donc, tu vois. Ok, bon, maintenant passons à ton après-carrière. Ouais. Je sais que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé quand tu joues encore. Est-ce que tu peux nous dire donc ce que tu fais maintenant et pourquoi en fait ça t'a toujours intéressé de savoir ce que tu allais faire après le basket? Bah, le truc basique, c'est que déjà une carrière ça dure pas longtemps. Ouais. Enfin, ça dure pas longtemps. Moi, ça a duré 15 ans et je savais qu'entre à 35 ans, tu as une date de péremption dans le sport de haut niveau, c'est obligatoire. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer de 35 à le restant de ta vie, tu vois. Ouais. Et ça, mine de rien, c'est quand même une grosse partie de ta vie, parce que l'autre moitié en fait. Donc est-ce que tu as envie d'être juste le vieux basketteur qui se reconvertit dans peut-être du coaching et sans faire offense au coach, tu vois, ça peut être une vocation. Moi, c'était pas le cas pour le coup, pas vraiment en tout cas. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux essayer de faire pour l'après. Et donc toute ma carrière, j'ai fait des études déjà, quasiment. Ok. Alors je l'ai fait comme je pouvais, tu vois, en fonction de. Ouais, c'est pas trop dur du coup finalement? Non, Non, ça va. c'est au contraire même. Tu trouves le temps? Il y a beaucoup de temps libre dans une carrière de sportif de haut Ouais. niveau, beaucoup de déplacements, Ouais. beaucoup d'avions, beaucoup de bus, beaucoup de trains, qui fait qu'à la fin, si vraiment tu veux travailler, tu peux Ouais, largement, ok. tu vois. Faut juste s'organiser, c'est qu'une question d'organisation. Donc si bien que pendant mes 15 ans de carrière, à la fin, j'ai fini avec quand même un Master 2, ce qui Ok. est bien, tu vois. Ouais, bah carrément. Et avec déjà cette idée à l'époque de pouvoir lancer un projet d'accompagnement pour les joueurs les sportifs de haut niveau après ma carrière, que j'ai lancé déjà. Maintenant, ça a pas mal bifurqué sur d'autres activités, mais grosso modo, ouais, ça a toujours été un truc important, je Ok. pense. Et je crois que l'athlète de haut niveau, il développe tellement de compétences dans sa carrière, au-delà même de se former académiquement, tu développes plein de compétences que tu peux exploiter après, et c'est dommage de ne pas le faire quand tu peux le faire en fait. Ouais, ok. C'était un master 2 de quoi que tu as eu? Alors, le dénommé exact, c'est marketing et développement commercial. Ok, d'accord. Donc, bon, mais du coup, tu as créé Quan, Ouais. d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est Quan? Comment ça t'est venu cette idée? Alors, de base, c'était de dire que beaucoup de sportifs de haut niveau, ils n'ont pas l'accompagnement nécessaire à l'évolution de leur carrière et à l'optimisation de leur carrière sur plein d'aspects différents. Ok. Grosso modo, aujourd'hui, un athlète de haut niveau, il a son club, je parle des basketteurs, il a son club, il a son agent, il a sa famille, et puis c'est relativement tout. Sauf qu'une carrière de basketteur de haut niveau, ça apprend d'être bon sur le terrain, mais ça apprend d'être bon mentalement, ça apprend de bien gérer son argent, de bien gérer sa communication, de savoir peut-être parler anglais, de peut-être être à l'aise en public, enfin tu vois, plein de choses Ouais. comme ça. Et donc l'idée de Quan, c'était vraiment de créer une boîte à outils pour les sportifs de haut niveau, où en fait on les met en relation avec tout un tas d'experts du sport. Aujourd'hui, on a préparation mentale, on a nutrition, on a sommeil, on a prise de parole en public, on a réseaux sociaux, on a une prof Ok. d'anglais. On a plein de trucs différents qui fait qu'à la fin de l'athlète, il rentre là-dedans, il peut activer l'expertise de son choix selon ses besoins. Ok. Donc certains ils vont vouloir que parler de Instagram et de préparation mentale, d'autres ils vont faire des bilans nutritionnels tous les mois, d'autres sur le sommeil, voilà, il y a plein d'options différentes. L'idée c'est d'être une boîte à outils du sportif de haut niveau, en complément du club, de l'agent et de la famille, en quelque sorte. Et du coup, c'est comment tu t'entoures finalement de tous ces gens qui vont aider après ces sportifs? Est-ce que c'est pas trop dur? Tu avais déjà finalement ton réseau grâce à ta carrière de joueur? Ouais, j'avais créé un Ouais. réseau dans ma carrière que de gens que je connaissais, soit parce que j'avais travaillé avec eux déjà directement, soit parce que j'avais entendu parler d'eux. Donc après, honnêtement, ce projet-là, je trouve qu'il parle à pas mal de personnes qui sont du milieu du sport, donc c'est assez facile d'être attractif pour des experts comme ça. Si tu leur présentes ça, en général, on est attractif, tu vois. Ok. C'est assez intéressant pour eux. Et du coup, comment ça se passe l'une de tes journées chez Quan? Une journée chez Quan, c'est quoi? C'est surtout gérer les séances entre les clients et les experts. Ok. Donc être sûr que si Laetitia Guapo elle veut faire sa préparation mentale, ce soit bien calé, etc. Donc on a essayé plein de choses différentes, mais la finalité c'est qu'aujourd'hui l'humain reste le mieux. On avait pensé à une plateforme en ligne qui pouvait optimiser ça, mais il s'avère qu'il faut quand même pas mal être derrière les athlètes pour être sûr que tout se passe bien, et leur planning est parfois compliqué, donc il faut être sûr d'être là. Il y a pas mal de travail de com évidemment, réfléchir à un plan de com, sur quoi communiquer, comment communiquer, etc. Il y a toute la partie développement marketing pour les athlètes aussi, ça on le fait pas Ok, mal dans la ouais. partie recherche de sponsors, partenariats, etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de travail. Et avec quel sportif tu as la chance de travailler aujourd'hui? Notre tête d'affiche aujourd'hui, parce qu'ils sont olympiques, c'est Laetitia Guapo et Hortense Limousin. Ok, Qui sont deux joueuses de l'équipe de France 3-3 féminine qui vont faire les JO de Paris 2024 du coup. d'accord. Enfin, Ok, si elles sont prises dans l'équipe, mais normalement ça va être le cas. ok, cool. Donc maintenant, tes loisirs, finalement, depuis ta retraite. Est-ce que le basket, ça occupe toujours une place dans ta vie? Disons que tu as toujours cette flamme, finalement, tu as envie d'aller jouer, je sais pas, peut-être avec tes enfants ou même tout seul avec des amis, quoi. Est-ce que tu t'es mis à d'autres sports? Enfin, comment ça se passe? Alors, le basket, je te cache pas que pendant 1 an et demi, j'en ai pas fait du tout quasiment. Ok, Pourquoi, je sais pas. J'avais pas forcément envie. J'ai essayé après ma carrière de trouver un club de bon niveau pour pouvoir éventuellement jouer, et c'était beaucoup de contraintes, je trouve, pour ce que ça en valait la peine par rapport à moi l'envie que j'avais, tu vois. Donc j'ai vite arrêté le basket complètement et j'ai pas rejoué pendant une bonne année et demie.
Et il s'avère qu'après, en lançant, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure aussi dans l'activité quad, mais il y a aussi plein de choses pour les basketteurs. J'ai lancé des camps de basket l'été notamment. Ok, ouais. Et c'est là que j'ai repris un peu goût dans le jeu parce que l'été dernier, on a fait un All-Star Game à mon camp. Et du coup, on a joué contre les meilleurs U18 qu'il y avait à mon camp. Et donc là, j'ai joué parce que j'avais envie de jouer. Ça m'a relancé un peu l'envie de jouer. Donc, de tout temps, régulièrement, je joue un peu au basket, mais très peu finalement. Donc, tu vois, si je dois parler de loisirs, au final, mes loisirs, à part. J'en ai pas beaucoup, hein. Moi je travaille beaucoup, tu sais. Ouais. Donc, les loisirs, si, ça va être du passer du temps en famille avec mes enfants, c'est des choses basiques, mais finalement, tu sais, mine de rien, l'esprit d'entreprise, ça demande beaucoup de temps de travail. Ouais, bien sûr. Et mine de rien, tu vois, ta question est même mal à l'aise parce que je me dis, putain, j'ai pas beaucoup de loisirs finalement. Donc ça parle de temps en famille, c'est limité, très limité. Ok. Donc très récemment, tu as repris l'exploitation, je sais pas si on peut dire ça, donc de la salle de basket, donc de mon club 2.0 à Marseille. Comment ça se passe en fait? Comment c'était venu l'idée d'abord de le reprendre et qu'est-ce que tu mets en place là-bas maintenant? Ça, c'est une idée que j'ai depuis plusieurs mois, qui me semble être un vrai besoin à Marseille, mais je pense dans toute la France. C'est de proposer une offre basket qui soit complémentaire à l'offre club et qui puisse être un bon mix entre ce qui existe dans les Hoops Factory et ce qui existerait dans une académie privée. Concrètement, notre offre elle est double. C'est une partie similaire à Hoops Factory où des tout venants, des gens lambda peuvent venir louer des terrains de basket pour jouer dans un contexte un peu sympa avec un parquet, un beau terrain, etc. Voilà. Ce qui n'existe pas à l'extérieur. Ouais, bien sûr. Et ce qui aujourd'hui est très difficile d'avoir des gymnases privés, ça n'existe pas, parce que c'est souvent les municipalités qui les possèdent. Et l'autre partie, c'est une partie académie, où en fait on propose des créneaux de coaching catégorie U9 à U18, quasiment tous les jours de la semaine, sur quasiment que du développement individuel, avec l'idée de voir que dans les clubs, il y a des créneaux qui sont ouverts, mais parfois pas assez, et parfois pas assez individualisés, qui fait que beaucoup de joueurs peuvent s'entraîner 2-3 fois par semaine, et pas développer d'assez grosses compétences techniques. Et donc l'idée c'est d'être complémentaire au club et de dire il se peut très bien que le petit Enzo qui a 15 ans, s'il veut s'entraîner un peu plus que ses 3 sessions par semaine dans le club, mais il peut venir chez nous faire 2 sessions où il va travailler son shoot pendant 1h15 de façon très précise, ou sa dextérité, etc. Donc voilà, c'est de l'offre de travail individuel qui est complémentaire à l'offre club, on va dire. Et donc toi tu donnes des... Là je donne beaucoup de ma personne parce que du coup je me retrouve cette passion là de pouvoir coacher des jeunes et j'aime ça et ça a l'air de leur plaire aussi. L'idée c'est rapidement de créer un staff aussi, d'avoir vraiment un staff compétent qui puisse se développer avec ce projet, parce qu'aujourd'hui on a un bail à court terme à mon club, donc il faut qu'on trouve aussi un local si on veut faire développer ce projet ailleurs. D'accord. Avant de finir, est-ce que tu peux me dire quels ont été les joueurs qui t'ont inspiré tout au long de ta carrière? Numéro 1 c'est Michael Jordan, c'est assez évident. Moi j'ai grandi avec lui, à l'époque les Bulls 95, 96, 97, 97, 98. J'ai grandi là-dedans, ça c'est sûr et certain, donc ça a été le premier. J'ai eu ma grosse période Jason Williams, qui était connu à l'époque sur le surnom de White Chocolate. C'était un meneur blanc qui faisait que des passes flashy. Des passes avec le coude, tout ça. J'adorais parce que je trouve que physiquement je me retrouvais dans lui, tu vois, un petit peu blanc, pas trop physique, tu vois, mais qui arrivait à faire sur le terrain des trucs un peu fous, j'aimais bien ça. Après il y a eu Kobe. Moi j'étais fan de Kobe. Il y a une période où j'ai détesté Kobe au tout début. Et après il y a une période où j'étais grand fan de Kobe. C'est quoi que tu aimais chez lui, sa mentalité, tout ça? Je sais pas, il y avait un truc. Il y a eu un déclic avec lui en fait. Tu vois, au début je le détestais et puis à la fin j'adorais. Donc les trois là, il y a eu plein d'autres joueurs, mais ces trois là pour moi c'est les trois principaux. Et est-ce qu'à l'heure actuelle il y en a qui t'impressionnent? Est-ce que déjà tu suis le basket en Europe, en France ou même aux États-Unis régulièrement ou pas? Je m'intéresse toujours parce que ça reste quand même. De toute façon, toute l'actualité que je suis, c'est quand même très lié au basket. Franchement, Mike James, c'est assez évident que ce qu'il fait, c'est incroyable. Je suis pas fan du joueur, pour plein de raisons, mais malgré tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Il faut lui rendre, c'est réel, et puis son équipe gagne en plus, donc c'est encore plus, c'est encore plus vrai. Je trouve qu'en NBA, ça fait cliché aussi, mais Steph Curry, ce qu'il a fait, il a révolutionné le basket d'une manière ou d'une autre, c'est évident. Je suis d'accord. Tu vois, il y a des mecs comme ça où Michael Jordan, il avait fait ça, tu vois, il avait révolutionné le basket à l'époque sur ça. Kobe, il a repris Michael, mais il n'a pas révolutionné le basket, il a juste repris ce qu'avait fait Michael Jordan. Je trouve que Steph Curry, il a révolutionné le basket parce qu'il a apporté ce tir de partout, super loin, qui fait qu'aujourd'hui plein de jeunes s'identifient à ça. Et ça, on ne peut pas lui enlever aussi qu'il a apporté cette plus-value. Donc tu vois, il y a plein de joueurs comme ça aujourd'hui qui sont quand même assez impressionnants. Et est-ce que tu as suivi un peu la saison NBA ou pas? Vaguement? Pas du tout. Non? Si, là, je viens de voir que Boston. Voilà, parce que c'est pour ça, je voulais te dire, au moment où on tourne la vidéo, Boston vient d'être champion NBA. Je viens de voir que Boston est champion, donc est-ce ça, que... je le sais. Mais je vais faire vraiment vieux con là, mais je trouve que la NBA, c'est dur à suivre. J'aime de moins en moins regarder les matchs NBA. Parce que je trouve que c'est tellement ouvert à l'attaque et limité dans l'aspect collectif du jeu que je trouve que ça a perdu un peu de valeur. Mais bon, ça ne veut pas dire que les joueurs ne sont pas des extraterrestres, ils sont super forts individuellement. Mais je trouve que dans le jeu en tant que tel, des fois un match NBA de saison régulière, c'est vrai. C'est pas terrible, quoi.
Bon, avant de finir, j'ai un principe sur ma chaîne en fait, c'est que c'est la personne d'avant pose une question à la suivante. Ok. Donc, il y a... On sait qui est la suivante. Oui, Ah, je ok, vais, c'est je vais te dire après pour qui tu Parfait. pourras poser ta question. Je biperai pour pas que Génial. les gens entendent. Mais du coup, Yoel Cardinal t'a laissé une question. Donc, tiens, si tu veux l'écouter, tu peux y aller. Quels sont les points communs qu'il y a entre le basket et le football au niveau vision du jeu et au niveau mental? Ah là là, c'est intéressant ça. Ouais. Déjà, d'un point de vue mental, pour moi, les vrais points communs à tous les sports co et tous les sports de haut niveau, un footballeur pro, c'est cette remise en question perpétuelle. Et ça a été très dur. C'est très dur dans une carrière. C'est qu'en fait, t'as beau être super bon un samedi, à faire un super match et le dimanche, tu te dis, ok, je joue le roi du pétrole. Bah, t'as le match de vendredi après qui arrive et ça se trouve tu vas faire un match de merde et du coup Ouais. en fait tu te remets en question perpétuellement parce que tu retournes l'entraînement du lundi et que en fait il faut toujours te remettre en question, tu vois. Et c'est des gens que dans un travail lambda tu l'as pas forcément, tu sais, t'as ton objectif de bout de chaîne mais en fait tous les jours t'es pas obligé de te dire ok si samedi ça va pas, tu vois. Et que du coup le fait d'enchaîner les matchs comme ça tout le temps, t'as beau être super bon sur une période, tu peux être aussi super mauvais sur une période. Ça fait que quand les hauts sont très hauts, tu peux aussi avoir des bas. À l'inverse, par contre, quand ça va mal, tu te dis toujours que tu peux faire des hauts aussi, tu vois. Donc je trouve que sur l'aspect mental, cette remise en question perpétuelle, elle est très vraie dans le basket et pour moi elle est très vraie dans le foot. C'est la même chose. T'enchaînes les matchs, tu dois enchaîner, tu vois. Après sur la partie vision de jeu, j'étais pas très bon footballeur, mais j'aurais tendance à dire que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Cette connaissance du coéquipier, savoir comment il se déplace, pouvoir jouer dans les espaces aussi, parce qu'il y a beaucoup d'espace au foot où il faut un peu jouer avec ça. Je trouve que ça ressemble. Alors le terrain est plus grand au foot. Nous, en fait, c'est une version. Et puis on a les mains, ça aide, je pense, le rapport au pied, tu vois. Sûrement, ouais. Mais je pense que globalement, cette notion de l'espace et de ton coéquipier, elle est importante, tu vois. Ok. Du coup, pour finir, donc je vais te dire qui est la prochaine personne qui va venir. Tu vas pouvoir lui poser une question. Peut-être que tu le connais. Ah oui, non, mais carrément. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Donc il va venir normalement. Est-ce que tu as une question pour lui? Tu peux y aller. Vas-y. Je te passe le bonjour. Je pense que ma question par rapport à elle est de savoir comment tu peux vivre le fait d'être sans cesse remis en question de façon perpétuelle à la fois par les joueurs mais aussi par le public. Je pense que c'est un métier très difficile parce que je pense que c'est difficile. Donc c'est comment tu as pu vivre la remise en question perpétuelle de tes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que je pense qu'on est tous des mauvais joueurs, le public est toujours des mauvais joueurs, les coachs c'est pire je pense, et donc ça doit être difficile à vivre. Donc je me demande comment tu as pu vivre ça dans ton quotidien. Parfait. Bon, merci beaucoup Edouard. Avec plaisir, c'était vraiment cool. Merci d'être venu et bonne chance dans tes projets. Et merci à toi pour l'accueil. Merci. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon Instagram et à mon TikTok qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez aussi liker et commenter la vidéo, ça permet de me soutenir. Dites-moi dans les commentaires qui est selon vous le prochain invité de Tout Terrain et si vous aimeriez voir d'autres projets comme j'ai fait un peu récemment avec des types de vidéos un peu différents. Merci à tous et à très vite.